Je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée donc, pour le compte de France Agrimaire. La plus grande partie de cette étude a été réalisée au premier trimestre 2021, donc la situation a pas mal évolué depuis. On a entendu des témoignages tout à l'heure qui sont un peu plus, je pense, alarmistes que ce qu'on avait pu recueillir à l'époque. Enfin, Julia. Ça, c'est la première partie de cette enquête. Et la deuxième partie, c'est on a essayé de tester par différentes voies, la biblio et quelques essais, des pistes de contamination invisibles. Bon, je dis invisible pour que vous restiez tous jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est. Donc, c'est le plan. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous résumer un petit peu l'enquête. Donc, premier trimestre. Alors, on s'est quand même beaucoup centré sur tout ce qui concerne les AP, parce que, donc alcaloïdes pyrrolidiniques, parce que c'est quand même, c'était la grosse problématique de l'époque. Et l'idée, c'est d'essayer de voir, dans un premier temps, auprès des gens qu'on va avoir interviewés, quelles connaissances ils ont de cette problématique, connaissance de la réglementation présente, à venir, et une fois qu'on les aura mis au courant de ce que nous, on sait sur le sujet, quelles sont leurs estimations des dangers que ça peut faire courir à leur entreprise ou à certaines de leurs productions. Voilà, c'est tout ça qui est écrit là. Bon, ça, on vous explique comment on a fait. Ouch, voilà. Au total, 206 acteurs ont été contactés. Il y a un beau, voilà. Sur ces 206, il y en a 44 qui n'ont jamais répondu malgré des relances. Ça représente donc à peu près 20% de ces 206. Après, il y en a 77, soit près de 40%, qui ont répondu négativement, donc ils n'allaient pas répondre, enfin qui ont quand même eu la gentillesse de répondre qu'ils n'allaient pas répondre. Et puis 85 réponses alors positives en fait, qu'on a pu exploiter. Parmi les réponses négatives, il y en a près des 2 tiers, 57%, qui ont dit que simplement ils n'étaient pas intéressés, alors pour différentes raisons. Quelques-uns parce qu'ils n'avaient pas le temps, 16%. Ok, j'espère qu'ils ne sont pas en train de dire maintenant c'est quoi cette réglementation. Et puis 22% parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Beaucoup parce que c'est des gens qui font des huiles essentielles et, comme chacun sait, il n'y a pas d'AP dans les huiles essentielles. Voilà. Et puis d'autres disent interrogez plutôt mes représentants, donc soit syndicaux, soit coopératives. Alors, typologie des interviewés. Alors, on l'a séparé en 3 groupes. L'amont, donc c'est la production agricole, c'est quand même à peu près les 2 tiers. Un petit tiers, c'est l'aval, donc les industries de transformation. Et puis 8%, c'est à la fois les associations et les syndicats. Là, c'est pour l'amont, la répartition entre mode bio, conventionnel ou mixte. En fait, ils avaient un questionnaire sous forme d'un fichier Excel, et donc Julia les interrogeait, puis mettait les cases dans les bonnes croix en fonction des réponses. Et donc, on leur demandait s'ils étaient bio, conventionnels ou mixtes. Et donc, vous voyez que pour les plus petites surfaces... Merde. Non, vous voyez pas, merde, pardon. Hop. C'est surtout les bio. Et puis, pour les surfaces moyennes et jusqu'aux plus grandes surfaces, on va avoir du conventionnel et du mixte. Et les plus grandes entreprises, en fait, c'est du mixte. Voilà. Si on regarde ce que ça représente, c'est le petit tableau qui est en dessous. Dans notre enquête, finalement, ramenée en surface, on a à peu près 20% des surfaces en bio et 80% en conventionnel. En répartissant les mixtes, il a fallu les rappeler pour essayer d'avoir une estimation. Donc, on est donc dans une proportion de 80-20. Et donc, dans l'étude de France Agrimaire sur notre filière publiée en 2020, ils estiment que les proportions, c'est 82% de conventionnel et 18% de bio. Donc, l'idée, là, c'est de vérifier, en fait, que même si on n'a pas eu toute la filière, on a quand même un panel représentatif de cette filière, au moins pour la répartition des surfaces entre bio et conventionnel. Bon, là, c'est le nombre d'exploitations. Donc, sur les 55, la majorité, c'était des bio. Parce qu'en fait, alors si vous voulez des détails, c'est sur le site de France Agrimaire où tout est vraiment raconté. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, c'est plus facile de contacter des bio. Parce que déjà, il y en avait pas mal dans la proximité de la station, et puis parce qu'ils sont souvent adeptes d'Internet, et donc c'est assez facile d'en retrouver beaucoup.
alors qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui communiquent moins comme ça, parce qu'ils ont en fait un fonctionnement un peu plus traditionnel, ils ont déjà leurs clients, leurs fournisseurs, machin, etc. Donc c'est pas forcément facile de les détecter. Mais donc voilà la répartition entre mix bio et conventionnel au niveau des exploitations. Alors là, je vous rappelle ce règlement que je crois que j'évoquais un petit peu cet après-midi, qui date de 2020, mais qui rentre en application au 1er juillet de cette année. Voilà les 11, toutes les catégories, ça fait 11, de produits secs, mais du secteur alimentaire, à base de plantes, avec les limites en ppb, donc c'est des microgrammes par gramme, c'est des microgrammes par kilo, pardon, les ppb. Alors vous voyez qu'il y a des infusions, produits séchés, à l'exception de celles des points machin, nanana, là qui seraient à 200. Rooibos, aniver, thym, mélisse, camomille, a priori c'est de la matricaire, c'est pas de la camomille, c'est pas grave. De la verveine odorante, etc. Et leur mélange, là c'est 400. Le thé, donc vous avez soit 150, soit 75. Pour les nourrissons, 1. Okay. Les compléments alimentaires qui contiennent des ingrédients à base de plantes, on est à 400. Ceux à base de pollen, 500. Bon, voilà. Feuilles de bourrache, 750. Les herbes séchées, à part celles d'en dessous, c'est-à-dire la bourrache, la livèche, la marjolaine et l'origan, c'est 400. Et donc l'origan, il est à 1000. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme la majorité des échantillons d'origan analysés étaient d'origine turque, ils sont tous bien dopés en AP. Voilà. Et le cumin, c'est pareil. Ces deux plantes, l'origan et le cumin, ils doivent faire à peu près 99% des alertes sur le site RASFF que citait Alexandre tout à l'heure, en début d'après-midi. Donc, ok, super, on va être sauvé avec ça. Là, j'ai mis juste à côté, en haut, 2, 4, 5, 10, c'est la quantité de plantes ingérées. En général, ce qu'on dit complément alimentaire à base de plantes, c'est 2 grammes pour une prise. Si on en fait 2 par jour, ça va faire 4 grammes. C'est des maths, je m'excuse. Et puis, tisane, d'après la pharmacopée, c'est 5 grammes ou 10 grammes. Et donc, en multipliant ces quantités par les teneurs en ppb, on obtient les valeurs. Et donc, d'après les avis de l'EFSA, on ne doit pas dépasser une quantité ingérée de 1 microgramme par jour. Donc, il y en a la moitié qui sont dessus. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un peu en avance, mais bon, j'en tenais plus. Bref. Soit, effectivement, il y a un vrai danger, il ne faut pas libérer les trucs comme ça, il faut tous les mettre à 200, peut-être même à 100. Soit, ça, c'est justifié. Dans ce cas-là, c'est l'histoire d'un microgramme par jour qui n'est pas justifiée. Et ça ne peut pas être juste les deux en même temps. Bon, silence. Là, c'était une petite estimation du nombre d'adventices. Donc, elles sont en vert, là, quelques-unes. Le nombre de pieds qu'il faut pour atteindre une teneur de 100 ppb. À gauche, c'est le rendement de votre parcelle en kilomètres sèches hectare. Et donc, par exemple, si vous avez du cynogloss, c'est le premier en vert, si vous faites 500 kg de matière sèche hectare, il suffit d'un demi-pied pour atteindre 100 ppb. Par contre, si c'est du myosotis, il faut 3000 pieds de myosotis à peu près pour obtenir ces 100 ppb. Mais vous voyez qu'en fait, pour les plus riches en alcaloïdes, pyridiniques, le cynogloss, la vipérine, l'héliotrope, le senson commun, il suffit de pas beaucoup de pieds à l'hectare pour dépasser ces 100 ppb. Et donc, bon courage, amis producteurs, pour passer en dessous de ces 0,5 pieds de cynogloss dans vos parcelles. Sans les mains, sans les dents et sans produit. Je rigole, mais c'est pas drôle. Voilà. Alors, là, c'était les réponses. Leur demander s'ils allaient être impactés ou pas impactés. En gros, non, c'était leur niveau de connaissance de la problématique. Les entreprises qui estiment bien connaître ou un peu connaître les alcaloïdes, c'est à peu près 33% des exploitations, ce qui représentait 90% des surfaces. Il n'y en avait que 11 qui n'en avaient pas du tout entendu parler, et ce sont toutes des exploitations de moins de 11 hectares. Alors le deuxième rideau, c'était que là, c'est nous qui estimions leur connaissance en leur posant des questions du genre citez-moi des plantes AAP, citez-moi la réglementation, machin, etc. Et là, nous, on estime qu'en fait, les 2 tiers, 66%, ne connaissent pas ou très très mal et la réglementation et les AP et ce qui va se produire.
donc on, c'est-à-dire Julia, les informait à partir de le tableau que je vous ai montré avant, de ce qui allait se passer, en leur donnant une liste d'adventices à alcaloïdes, en disant est-ce que vous avez ça dans vos parcelles, si vous avez ça, comment vous faites, machin, etc. Voilà. Alors c'est juste un tout petit peu, un peu décevant, quoi, de dire que les 2/3 des gens ne connaissent pas ou très mal ça, vu toutes les informations qui ont été faites depuis un certain nombre d'années sur ce sujet. Bon, donc les informations n'arrivent pas. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ouais. Ensuite, les nombres d'entreprises qui estiment qu'il va y avoir un impact fort ou faible, en tout cas un impact, ça va représenter 60% des entreprises et 84% des surfaces, mais près de 95% du chiffre d'affaires total déclaré. Donc, on a eu un peu de difficulté quand même à avoir des chiffres d'affaires. Hein. Bon, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais enfin bon, on ne parle pas de ces choses-là en famille. Voilà. Donc, quand même, une fois qu'on les a informés, la grande majorité des entreprises pensent qu'elles vont être impactées par cette réglementation et par cette problématique. Au niveau de l'aval, donc les entreprises d'extraction puis les metteurs en marché, il y a un commentaire. Certaines disent que, enfin 9 là sur les 25 et quelques, les 23 pardon, 9 disent que non, elles ne vont pas du tout être un problème pour moi. Et en gros, c'est parce que les clients ne leur demandent pas d'analyse. Donc ça, c'était vrai au premier trimestre 2021. Peut-être que depuis, les choses ont changé. C'est vraiment une photo à un moment donné. Ensuite, l'impact de cette réglementation, c'est principalement les entreprises du secteur de la cosmétique ou des huiles essentielles qui pensent que la réglementation, ça ne va pas du tout les toucher. Voilà. Alors, je prendrai bien une expression qui a été utilisée par 2 présidents, mais c'est vulgaire, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà. Alors, quelles sont les causes évoquées pour ces problématiques ? Pour l'aval, la principale cause, ça va être des difficultés donc d'assurer l'absence d'AP. 9 sur 23. Évidemment, chacun pouvait répondre à plusieurs des questions. C'était pas, tu choisis parmi 10 réponses, tu peux mettre autant que tu veux. Quoi. Voilà. Ensuite, et on l'a évoqué aussi tout à l'heure avec des ruptures d'approvisionnement, c'est la difficulté d'approvisionnement de certaines matières premières, car elles sont très souvent contaminées. On parlait de l'origan, du cumin, bon, il y en a d'autres. Voilà. Après, l'incapacité à tenir les niveaux et les teneurs d'AP de la réglementation. C'est quelque chose qui commence à se dire même dans des textes signés par des Allemands. Bon, c'est écrit en anglais, donc c'est plus facile. Mais dans un texte là d'une conférence qu'ils ont faite l'année dernière sur les AP, ils disaient que malgré des efforts depuis 3 ou 4 ans, il y avait encore 50% de la production qui n'était pas conforme à la norme AP. Voilà. Alors c'est dans le secteur pharma, mais c'est quand même important. Et donc le fait que les Allemands commencent à dire que finalement, ça a peut-être écrit un peu vite, ça pourrait peut-être faire changer la situation, espérons. Après, il y a des gens qui parlent aussi de problème d'échantillonnage et d'analyse. Voilà. Pour certains, ça va être difficile d'internaliser le coût qu'il va falloir mettre pour se mettre à la norme. Et donc après, la question, c'est est-ce que je peux le répercuter sur mon client ? Évidemment, s'il demande au client, le client va dire non. Mais bon, après, c'est des négociations commerciales. Certains vont s'en tirer plus facilement que d'autres. Et donc, c'est pour illustrer un peu la difficulté ou les difficultés qui apparaissent avec ces réglementations. Bon, là, c'est pour donner quelques idées de lots qui nous ont été cités, avec des teneurs quand même relativement élevées en alcaloïdes pyrrolidiniques, puis les valeurs de ces lots-là. Donc, voilà. Après, bon, c'est compliqué de les rapporter au chiffre d'affaires de l'entreprise, parce que c'est variable, puis ça a beaucoup changé depuis. Certains lots, même s'ils valent cher, peuvent éventuellement être employés sur d'autres marchés, soit pour la distillation, soit éventuellement sur des marchés à l'export qui sont beaucoup moins regardants que nous sur les alcaloïdes pyrrolidiniques. Alors, le bilan de l'enquête, on aussi leur demandait à leur avis quelles étaient les plantes qui étaient menacées à la production, qui étaient menacées à l'utilisation. Donc les voilà. Elles sont classées par celles qui sont menacées d'arrêt de production. Et là aussi, les gens pouvaient mettre plusieurs espèces. Et c'était un système ouvert.
Et donc, vous voyez que la bourrache, le thym, la menthe poivrée, le pavot de Californie, l'origan, la ciboulette, etc., leur avenir inquiète beaucoup les producteurs. Voilà. Après, mettre des chiffres en face, ce que ça va représenter réellement, c'est plus compliqué, parce qu'on est comme dans une filière où les gens ne restent pas avec les mains dans les poches. Vous avez pu vous entendre avec les témoignages, toutes les mesures qui sont mises en place pour essayer d'améliorer la situation d'un point de vue technique. Et donc, quand une culture ne marche plus trop bien, machin, etc., les gens dans la filière ont toujours tendance à essayer de trouver des cultures de remplacement ou d'autres activités. Donc voilà. Et puis l'arrêt d'achat, c'est à peu près les mêmes, voilà, auxquels il faut rajouter la verveine citronnelle. Et voilà. Bon, j'ai mis en rouge la bourrache, le patoire et le grémil parce que c'est des plantes qui en produisent naturellement des alcaloïdes pyrrolidiniques. Voilà. Le millepertuis, là, qui est tout en bas, ça fait partie des plantes qui avaient été mises en avant par l'agence d'abord autrichienne puis allemande du médicament, puis après par l'agence française, en disant que ça faisait partie de la dizaine d'espèces qu'il fallait particulièrement surveiller parce qu'elles étaient particulièrement sujettes à contamination. Bon, elles sont quand même pas en tête. Hein. Voilà. Alors, deuxième partie, donc après cette enquête, donc vous trouverez tous les détails dans votre journal habituel sur le site de France Agrimaire. Je vais vous parler des sources non visibles de contamination. Alors, qu'est-ce que j'appelle les sources de contamination visibles ? C'est celles qu'on voit. Ouais, il n'est pas malin, c'est comme ça. C'est en fait principalement la co-récolte des adventices, c'est-à-dire voilà, vous ramassez votre mélisse, puis vous prenez tous les sainsons qui poussent sur le rang ou entre le rang. Ça, c'est normalement visible. Et puis en fait, les contaminations, des sources de contamination non visibles, c'est tout le reste. Alors parmi les hypothèses qu'on a essayé de tester, c'est le pollen. Est-ce que les plantes productrices d'AP ont un pollen qui en contient, quelle quantité et quels dégâts ça peut éventuellement produire sur les plantes voisines ? Le sol contaminé par les AP, c'est la fameuse théorie qui paraît quand même bien se vérifier du transfert latéral, c'est-à-dire qu'une plante qui produit des AP peut en libérer dans le sol, qui peuvent, par migration, par différents phénomènes, être absorbés par une plante qui normalement n'en produit pas. Donc voilà, on a testé 2 ou 3 trucs comme ça. On a testé aussi le purin de consoude. La consoude, c'est quand même une borraginacée, donc qui fait des alcaloïdes pyrrolidiniques. Et comme le purin de consoude, c'est quand même quelque chose qui est assez en vogue, soit en protection des cultures, soit en stimulateur de croissance. Enfin bon, c'est pas mon métier, hein, ça. Voilà. On s'est dit, est-ce qu'on en retrouve dedans ou pas ? Sachant que, par exemple, l'EFSA avait rejeté une demande de l'ITAB, à l'Institut de l'agriculture biologique, qui voulait inscrire le purin de consoude comme substance de base. Et l'EFSA a dit non, on n'a pas assez de détails dans votre dossier, et en particulier, on n'a pas de données sur la présence ou pas d'AP dans le purin de consoude. Donc, en mars 2021, nous, en fait, Simon, merci Simon pour ton dévouement, a préparé du purin de consoude. Il a laissé puer et macérer pendant 4 mois. On l'a filtré et on l'a fait analyser. Et selon le rapport d'analyse, on n'a retrouvé aucun des 28 alcaloïdes pyrrolidiniques qui étaient recherchés par la méthode. Donc, c'est un résultat plutôt encourageant. C'est juste un essai. Évidemment, il faudrait le valider, donc faire des répétitions. Voilà. Et puis, ça serait éventuellement intéressant aussi de faire une cinétique de disparition, c'est-à-dire qu'à T0, quelle est la teneur en AP dans la consoude qu'on utilise, et puis on le laisse macérer 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Quelle quantité on va retrouver dans l'eau ? Est-ce qu'on en retrouve déjà ? Et puis, au bout de X temps, quand est-ce qu'il n'y en a plus du tout ? Donc voilà, c'est une piste. A priori, donc, avec du purin de consoude de chemillé et de 4 mois d'âge, il n'y a pas de risque. Autre piste qui nous a été suggérée par une ancienne présidente, le pollen. Alors, c'est assez difficile, en fait, de trouver beaucoup d'informations sur le pollen. C'est un sujet très passionnant, mais il n'y a pas beaucoup de données. Déjà, il y a quelques données sur la teneur en alcaloïdes pyrrolidiniques dans le pollen de certaines espèces qui sont butinées, parce que là, c'est assez facile de récupérer des boulettes de pollen. On les vole aux abeilles, et puis après, on les analyse. Et c'est encore plus difficile de trouver en fait la productivité en pollen dans une plante. Alors, j'ai réussi à trouver quelques données sur de mon front, donc Ancula officinalis, la vipérine, le sainson, le patoire. Pour la vipérine et puis pour le patoire, j'ai des teneurs en AP dans le pollen. Vous voyez que le pollen de vipérine, vous voyez tout ce que c'est la vipérine, hein, à partir de fin juillet jusqu'à
quasiment aux premières gelées, sur le bord des chemins, des routes et au bord des parcelles. Donc c'est une jolie petite fleur bleue qui attire les abeilles, qui est recommandée comme plante en apiculture, parce que justement, elle attire bien les abeilles, elle fait beaucoup de nectar. Bref, ça peut en contenir jusqu'à plus de 3,5%, quoi. Bon, évidemment, c'est du pollen, c'est pas gros. Mais quand on regarde après la quantité de pollen qui peut être produite par 100 fleurs, et un beau pied de vipérine comme ça, on n'est pas loin d'avoir déjà 100 fleurs. Alors non, elles ne sont pas toutes au même stade en même temps, enfin bon, ça peut commencer à faire des quantités relativement importantes. Et donc là, je vous ai fait une simulation. On va prendre au milieu 10 fleurs de vipérine qui, d'après le peu de bio donc, qui existe, produisent 5 mg de pollen, ce qui donne, avec une valeur moyenne de teneur, à peu près 100 microgrammes d'AP. Et donc, si le pollen de ces 10 fleurs de vipérine vient atterrir sur 1 gramme de matière sèche de mélisse, par exemple, on est à 10 ppm. Si ça vient se répartir sur 1 kg de matière sèche, on arrive à 100 ppb. Donc, au moins sur le papier, avec des jolis calculs, avec des formidables règles de 3, c'est une hypothèse qui n'est pas négligeable. Potentiellement, le pollen d'un certain nombre d'adventices peut contaminer les cultures qui sont juste à côté. D'où le conseil qui avait déjà été évoqué quand on avait fait notre jour des alcaloïdes en 2018, c'était d'écarter des parcelles tout ce qui ressemble à une plante à alcaloïdes. Et voilà. Et d'ailleurs, tout récemment, des collègues allemands m'ont dit qu'ils avaient mis en évidence aussi une source de contamination, toujours avec la vipérine, où c'est les gens en fait, qui font leur récolte, qui posent les sacs sur le chemin à côté de la parcelle, en écrabouillant des rosettes de vipérine, et qu'en fait, c'est en les écrabouillant que ça fait monter du jus avec des alcaloïdes dans la récolte. Bon, là, j'ai pas été le vérifier, mais enfin, on est à l'abri de rien. Mais c'est invisible, hein, voilà. Donc, il faut écarter non seulement des parcelles, mais autour. C'est notre collègue italien qui disait que, je crois que c'était dans un rayon, sur une bande de 50 mètres autour des parcelles, il valait mieux éviter d'avoir toutes ces adventices à alcaloïdes pyrolysidiniques. Donc, pourquoi pas, ce n'est pas une hypothèse qu'il faut rejeter, mais il faut faire du coup attention aux bordures. Hop. Alors par le sol, bon maintenant il y a plein de publis, hein, il n'y a plus que moi je suis plus le seul à le dire, mais voilà, qui montrent que les alcaloïdes pyrolysidiniques, là c'est sur une parcelle de Senson, bien dense, hein, la parcelle de Senson d'ailleurs, par simplement la pluie, un lessivage, pas la peine de faire une extraction avec des machines, c'est juste la pluie, ça entraîne dans le sol, et en faisant des analyses dans le sol, dans l'eau, et puis en corrélance, en essayant de relier ça avec les précipitations, c'est les petits bâtons noirs du diagramme, vous voyez que on en retrouve, c'est à peu près lié aux précipitations. Donc oui, par simple lessivage par la pluie, pourquoi pas par la rosée, on peut entraîner des alcaloïdes pyrolysidiniques dans le sol que les autres plantes n'ont plus qu'à absorber en contournant sournoisement les bandes de Caspari qu'évoquait ce matin, il est encore là, oui, qu'évoquait ce matin Laurent Legendre. Ça reste à trouver comment, mais enfin, on en retrouve. Donc, voilà. Nous, on a fait un petit essai à Chemillé, donc avec du Senson, parce que ça tombe bien, on en a. Donc, l'idée, c'était d'isoler une dizaine de pieds dans une parcelle qui a été recouverte après par un voile pour éviter la contamination par la poussière, les insectes, les stagiaires, enfin tout, quoi. Et l'idée, c'était de prélever à T0 les pieds de Senson, de faire l'analyse en AP de la partie aérienne, de la racine, de la terre qui colle aux racines, et d'une petite carotte de 10 cm de diamètre, je crois, sous chacun des pieds, et à une dizaine de centimètres à côté. Et puis, tous les mois, on refaisait une petite carotte à 10 cm de chacun des emplacements pour voir si on trouvait des AP et s'ils avaient migré ou pas dans le sol. Alors, voilà les résultats. Donc vous avez les dates. Hein. La première colonne PAF-SRAC, c'est en fait les parties aériennes fleuries. Voilà. La deuxième, c'est que les racines. La troisième, c'est la terre collée aux racines. Après, c'est la carotte de terre. Puis après, c'est différents prélèvements de terre. Et puis on a arrêté parce qu'on a eu les résultats des premiers échantillons de terre et on n'a rien trouvé, quoi. Donc vous voyez que le Senson, c'est un brave Senson tout à fait normal, hein, avec un petit peu 2 pour 1000 d'AP dans ces parties aériennes. Bon, on est à 20 ppm dans les racines. Dans la terre collée aux racines, on n'en est plus qu'à 11. La terre en dessous, il n'y a rien.
Donc, moi je me pose la question, est-ce que du coup cette hypothèse de migration des AP à partir de les racines est démontrée ou pas? Eh bien, par un habile calcul, en comparant entre la racine et la terre collée aux racines le ratio de deux alcaloïdes sous forme N-oxyde et sous forme tertiaire, donc la sénétionine et la sénécivernine. Non, j'ai pris non. Non, c'est pas ça que j'ai fait sénétionine N-oxyde sur rétroorcine et sénétionine sur sénécivernine. Toujours en N-oxyde, voilà. Vous voyez que dans la racine, le premier rapport est à 10, alors que dans l'autre cas, il est à 3,6, alors que sur la terre collée aux racines, ce rapport il est toujours de 2,5. Donc c'est des rapports différents. Donc ça veut dire, enfin pour moi en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, que ce n'est pas des morceaux de racines qui sont restés collés dans cette terre. Et ça a quand même été fait très très soigneusement, un démietté tout doucement à la terre qui était collé aux racines sèches pour être sûr et visuellement de ne pas avoir de petits bouts de racines. Et par un autre calcul que je crois que je n'ai pas présenté là, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, ce n'était pas possible, vu la quantité de racines récoltées, que ça vienne polluer à ce point-là le petit peu de terre qu'on avait récupéré. Donc, la conclusion de cet essai, c'est que juste à côté des racines, on retrouve des AP, donc probablement quand même un exsudat racinaire. Par contre, on n'a pas vu de migration dans le sol, mais bon, j'en avais discuté avec Laurent Legendre avant de commencer l'essai. Il y a tellement de types de sols que bon, voilà quoi. Et puis est-ce que les conditions de cette année n'ont pas été bonnes? Il aurait fallu qu'il pleuve, il aurait fallu ceci, il aurait fallu ça là. Enfin bon, voilà. La seule conclusion, c'était que c'est un sénesson normal et que, a priori, on a retrouvé des traces de ces alcaloïdes dans la terre juste au voisinage des racines. Et puis que peut-être aussi il faudrait essayer d'améliorer la sensibilité de la méthode de dosage dans le sol, parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin un plan, comme ça vous a été bien montré ce matin, ça absorbe beaucoup d'eau, et même s'il y a une très faible concentration en AP, par exemple dans le sol, qui n'est du coup pas détectable par la méthode, à force d'en faire passer des litres dans la plante, les plantes qui n'en fabriquent pas, ça s'évapore par les feuilles principalement, par le système xylem, stomate, etc. L'eau fout le camp, mais pas les alcaloïdes puisqu'ils ne sont pas volatiles, et donc ils finissent par se stocker, et donc au bout d'un moment, on peut en avoir des quantités mesurables dans la plante, non productrice, alors qu'on a du mal à en retrouver dans le sol. Bon, voilà. C'est une hypothèse là aussi qui mériterait d'être vérifiée, et il faudrait beaucoup de sous et une thèse, et je suis disponible. Alors on a testé un autre truc, c'était le comportement des AP lors d'une distillation. Bon, il y avait déjà un peu de biblio, des gens qui ont distillé du pétazites et puis deux autres espèces, et ils ne trouvent pas d'alcaloïdes dans l'huile essentielle. Voilà, donc nous on s'est dit, tiens, on a du sénesson, je l'ai déjà dit, il y a du sénesson à chemiller. Voilà, donc on a distillé du sénesson, on a analysé en GC-mass, et là ce que vous voyez, l'encadré en rouge, donc un agrandissement en bas, la croix, c'est là où on devrait trouver les alcaloïdes s'il y en avait. Hein. La sénétionine, la sénéciphéline, normalement ils sortent là. Et celui qu'on a mis juste à droite, si on a rajouté dans l'huile essentielle un petit peu de sénétionine, et on voit bien que ça sort, donc ce n'est pas un problème de méthode chromatographique. On n'a pas trouvé, c'est parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Depuis, et ça c'est au début d'année, un groupe, avec entre autres des gens de chez Robertet, a publié un article sur... Tiens, c'est pas mal si on distille pour éliminer les alcaloïdes pyrrolysiniques. Donc, ils ont travaillé avec deux huiles essentielles. Une huile essentielle obtenue, celle de l'eucalyptus, je crois, par distillation. Une autre par expression, je ne sais plus si c'est de l'orange ou du citron. Dedans, ils ont mis 4, je crois, alcaloïdes. Ils ont distillé et ils ont recherché leurs alcaloïdes dans les huiles essentielles. Il n'y en a pas. Donc, la conclusion, c'est l'entraînement à la vapeur ne permet pas d'entraîner les alcaloïdes pyrrolysiniques et on ne les retrouve pas dans l'huile essentielle. Voilà. Et malgré ça, d'après donc une information là qui nous a été transmise avec un petit peu de distorsion, mais bref, on a fini par avoir tel quel par Nathalie Ducher, les Allemands, enfin, au moins certains, j'ai passé au pluriel ou singulier allemand, se posent quand même la question de savoir si quand même on a suffisamment d'arguments pour dire qu'on ne retrouve pas d'AP dans les huiles essentielles. Bon, encore du boulot pour les labos, youpi youpla. Et puis c'est fini, merci de votre attention. Alors en vente dans cette salle, enfin non c'est pas vrai, mais sur notre site, hein, il y a des magnifiques publications avec, magnifiquement illustrées, avec par exemple à gauche là, un petit inventaire de la plupart des adventices productrices d'AP de France métropolitaine, donc normalement avec les photos et puis un petit peu une description de leur écologie, ça peut permettre de les chercher, parce que le truc sournois c'est que des fois on ne se doute pas qu'il y en a quoi. Voilà.
On avait fait une autre sur les alcaloïdes tropaniques et les solanacées. Et voilà, c'est tout. Et on va faire bientôt, c'est sous presse comme on dit, sur l'oxyde d'éthylène. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Denis. Tu peux rester ici, puisque peut-être qu'il y aura des questions. Donc, je propose à la salle de poser des questions à Denis, s'il y en a, avant de passer à la dernière conférence avec Nathalie Vuchet. Alors, il y a une question au milieu. Stéphane. Est-ce qu'on sait, quelle est la rémanence de ces AP qui pourrait expliquer un certain nombre de résultats, l'absence dans le sol, le transfert dans d'autres plantes, etc. Non, je n'ai pas trouvé vraiment d'informations. On a des informations sur l'ensilage, où ça se dégrade assez rapidement, sur un certain nombre de produits fermentés, où ça se dégrade. Il y a des essais sur des gâteaux, mais dans le sol, je n'ai pas l'information. Mais a priori, c'est un peu des cailloux quand même, ces molécules, quoi. Donc, sauf s'il y a des enzymes, parce qu'en fait, ce sont des esters. Donc, s'il y a des estérases dans le sol qui se baladent par là, qui disent tiens, un ester, j'ai faim, miam miam, qui les dégrade, c'est pas clair en fait. On n'a pas les informations pour, à mon avis, déjà au départ, pour des problèmes analytiques, quoi. Il y a quelques articles dans lesquels les gens décrivent des dosages d'AP dans le sol. Est-ce que c'est adaptable à tous les sols? Je ne sais pas. Mais c'est une question qu'on voulait se poser au départ, et puis que bon, ça ne faisait pas partie du lot, quoi. Là, on répondait à l'enquête et puis tester quelques hypothèses. Et c'est quelque chose de très intéressant, mais voilà, ça va dépendre certainement du type de sol. Suivre la migration, c'est sûrement des choses très intéressantes à voir. Et voir combien de temps ils y restent. Parce qu'il y a une contamination invisible, un petit peu ce qu'évoquait Admimo Emmanuel Boson tout à l'heure, là, c'est si la parcelle était dégueulasse pendant 3 ans, et puis d'un seul coup je mets du thym ou quelque chose comme ça, je suis moitié étonné de retrouver des AP dans ma récolte, même s'il n'y a pas de senson ou d'héliotrope dans la culture, quoi. Le sol en est peut-être suffisamment chargé, il peut y avoir une rémanence. Mais là, on n'a pas d'infos précises là-dessus. Par contre, sur la toxico, il y en a. Moi, ce que j'ai remarqué sur des cultures pérennes en 2021, on avait des récoltes bourrées d'alcaloïdes pyrolyséniques. En 2022, sur les mêmes parcelles, aucune analyse positive, 0. Même labo? Même labo, Eurofin, sans faire de pub, même labo. Non. Donc ça veut dire que dans mes sols, au moins, les alcaloïdes ne passent pas l'année, ne seront pas réabsorbés par la plante l'année suivante. Dans ce sol et avec cette culture. Oui. Voilà. Il y a un article qui décrit la productivité en AP d'une parcelle, alors ça a toujours du senson jacobé. C'est assez impressionnant, quoi. C'est en kilos à l'hectare. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas expliquer en disant c'est la culture qui a tout pompé, voilà, ou tout s'est détruit parce que le sol, parce que la microfaune, parce que, etc. Enfin, tout est à découvrir là-dessus, sauf la toxico. Je l'ai déjà dit. Je ne vois pas d'autres mains levées. Ah si, une devant. Oui, Denis, je vais défendre un peu le système, ça ne va pas te plaire. Sur ta diapo avec les calculs de la quantité consommée avec 2, 4, 10 je sais plus, grammes de tisane, bon déjà je crois qu'une dosette de tisane c'est entre 1 et 2 grammes, donc je sais bien que la pharmacopée, les tisanes c'est avec 10 grammes, mais bon, mais ça c'est pas important. La pharmacopée ils disent 5 grammes ou 10 grammes dans la monographie de plantes pour tisane. Ouais, ça fait beaucoup, hein, mais c'est pas ça le plus important, c'est que en fait c'est un bel exemple de différence justement entre évaluation du risque et gestion. Tu dis, oui, mais alors voilà, on arrive à des valeurs qui dépassent les recommandations de l'EFSA, mais exactement, c'est parce que l'EFSA a fait un calcul scientifique sur ce qu'il ne faut pas dépasser pour que ce ne soit pas toxique. C'est 1 microgramme par jour. Et ensuite, la gestion, la commission fixe des seuils en fonction d'autres impératifs. Effectivement, je sais pas quoi, le romarin de Turquie, il est à temps, donc bon, on ne va pas descendre parce que sinon on n'en vend plus. Et donc, ils ajustent. Voilà, je voulais juste profiter de ce tableau pour montrer que voilà, il y a un ajustement à la réalité
à partir des évaluations de toxicité. Dans un avis de l'EFSA précédent ce texte, il disait qu'en fait, il mettait des seuils un peu élevés, avec dans l'idée que la pression que ça allait mettre sur la production allait faire que ça allait baisser et qu'il pourrait, dans les années prochaines, baisser les teneurs qui sont indiquées dans le tableau. Ce qui est pour moi, encore une fois, un peu déconnecté. L'EFSA a dit ça ou la commission ? C'est dans les avis de l'EFSA. Ok. Je ne sais plus si c'est 2018 ou 2020. Okay. Ouais, il s'occupe avec ça, il publie tout le temps. Monsieur Cassin, je crois une question derrière. Ce sera la dernière. Oui, donc l'EFSA a dit que c'était 1 microgramme par jour. Donc, à ce seuil-là, c'est-à-dire on commence à voir quelque chose ou à ce seuil-là, il n'y a rien? Il ne se passe rien pour les gens? Alors, je parle parce que je partage l'avis de l'EFSA, c'est-à-dire à 1 microgramme, vous ne ferez jamais mal à personne. Mais si ça se trouve à 50, vous ne le faites pas non plus. Moi, le seuil qui m'intéresse, c'est de savoir à partir de combien de microgrammes on commence à voir les effets. Alors, si je ne dis pas de bêtises... Mais ça, bon. Je ne sais pas si vraiment dans le rapport, je n'ai pas réussi à le lire avec un œil de... Si, c'est pas dans celui-là, c'est peut-être dans celui d'avant, mais en fait, quand ils expliquent là, qu'ils prennent une BMDL 50 ou 10, un truc comme ça, là, à 237 ou à 327, je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Ils disent qu'en fait, le 1, c'est la quantité pour être raisonnablement à l'abri d'un cancer. Donc, à 10, on n'est pas raisonnablement à l'abri. Bah, ils ne prennent pas parti. Voilà. Et donc, à 100, est-ce qu'on serait vraiment dans la zone danger? Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. En plus, là, on est sur des quantités absorbées. Bon, déjà, ok, si dans une gélule, admettons qu'on absorbe tout. Si c'est dans une tisane, il y a quand même des publis, entre autres par une équipe belge, qui dit que suivant les AP, il y en a entre 60 et 40% seulement qui passent dans l'eau. Déjà, ça fait toujours ça qu'on n'a pas dans le corps. Et puis après, au niveau absorption dans le tube digestif, alors il n'y a pas d'essai chez l'homme, je crois, mais sur rongeurs, sur singes, etc., on récupère, alors, suivant les publis, suivant les essais, suivant que c'est du radiomarqué ou pas, machin, etc., on en retrouve entre 75 et 85% entre 24 et 48 heures. Donc, une grande partie qui part, quoi. Alors d'accord, on n'est pas des rats, mais si on n'est pas des rats, l'étude initiale qui démontre qu'ils font un hémangiosarcome, c'est sur des rats quand même. Enfin, bref, voilà. Et puis, il y a une réflexion, enfin je ne suis pas toxicologue, mais il y a une réflexion sur le portail du RAFS. On voit régulièrement des alertes émises pour des lots de cumin, d'origan, etc., qui sont à 5 ou 10 000. Ça veut dire que il y avait déjà des lots qui ont dû dépasser ça dans les 10 ans passés, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des lots qui étaient à 100 fois la norme actuelle, donc très dangereux. Hein. Et moi, j'ai jamais vu de mort. Enfin, je n'en ai jamais entendu parler de ces lots. Et c'est de lots massifs, c'est des conteneurs entiers. Ils font 20 tonnes, il y a de quoi ouais. Questionner. Ouais. Voilà. Il y a des exemples comme ça. Le rooibos, là où le thé rouge, quand même à la mode depuis au moins 25 ans, qui était contaminé, d'après les publications faites par les Allemands, dans 100% des lots, quoi. Donc, c'est-à-dire que depuis 20-25 ans, les gens qui boivent du rooibos tous les jours, ils s'en gavent bien comme il faut. Bon. On n'a pas entendu parler non plus de vrais problèmes, quoi. C'est tout le syndicat de la profession qui est suffisamment fort pour avoir étouffé tout ça. Mais qui n'est pas assez fort pour aller faire du lobby pour augmenter le syndicat du rooibos. Hein. À part défendre le 15 des Sudaf, vraiment bof, quoi. Très bien, je vous remercie. Merci Denis.